Il y a 3 semaines, la plateforme Yahoo postait une vidéo d'une jeune femme qui parlait de sa sexualité. Cette femme, c'est Clarisse, ou Clarification sur Twitter, où elle est suivie par plus de 90 000 followers. À la suite de cette vidéo, s'est déclenchée une vague de harcèlement, obligeant la plateforme à supprimer la vidéo, et Clarisse a désactivé son compte Twitter momentanément. Ce phénomène, que l'on voit régulièrement sur les réseaux sociaux, s'appelle du cyberharcèlement. Mais d'où vient-il ? Comment s'organise-t-il et est-il possible de lutter contre celui-ci ? Un podcast de Juliette Thévenot et Louise Leboyer. C'est aberrant de voir un tel ramassis de conneries. J'ai pas de conseils à recevoir d'une pute. Une minable qui se prend pour quelqu'un. Arrête tes vidéos de merde. Sale pute, tu ferais bien prostituée de luxe. T'as vraiment un QI négatif pour tenir ce genre de propos. Ce genre de commentaires, c'est ce que reçoivent chaque jour les créateurs et créatrices de contenu sur les différents réseaux sociaux. En première ligne des cibles à atteindre, les youtubeuses, blogueuses et influenceuses qui prennent la parole sur les thématiques sociétales dites progressistes. Le féminisme, l'antiracisme, la libération sexuelle ou encore la défense de la communauté LGBT+, sont autant de sujets qui vont avoir tendance à attirer les harceleurs. Spectatrices de ce phénomène, nous réalisons ce podcast afin de tenter de comprendre les raisons de ce climat sur Internet. Pour y parvenir, nous avons fait appel à Romain Badoir, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Institut français de presse. Allô ? Oui, bonjour Romain Badoir, je vous appelle pour l'interview. Oui, bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va et vous ? Bah ouais, très bien. D'abord, dans un premier temps, on voulait avoir une explication avec vous sur le cyberharcèlement, notamment pourquoi certains internautes s'autorisent à dire des choses sur Internet qu'ils ne diraient sûrement pas en vrai et face à la personne. C'est vraiment dans l'ADN d'Internet et du web. Ce qu'a permis Internet en démocratie, c'est vraiment de libérer la parole pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que pour le meilleur, avec Internet et sur le web, on peut parler de sujets dont on n'oserait pas parler dans notre quotidien avec les gens de notre entourage. Et pour le pire, parce que cette libération de la parole, elle vaut aussi pour les paroles racistes, misogynes, agressives. Il y a aussi une culture du débat propre au web, où on se rend compte qu'en fait on est plus tolérant à l'agressivité lorsqu'on débat sur Internet que lorsqu'on débat dans notre vie de tous les jours. Et puis troisième point, il y a aussi l'anonymat. Quand on est en ligne, on peut parler sous un pseudonyme, sous une autre identité, et lorsqu'on est du côté des agresseurs, ça permet justement de se lâcher beaucoup plus sans craindre de retour en face. Du coup, est-ce qu'on peut définir un profil entre guillemets des personnes qui sont plus à même d'être harcelées par exemple sur les réseaux sociaux par rapport à leur contenu ? Malheureusement, tous les internautes sont susceptibles quasiment d'être harcelés. Cela dit, on se rend compte aujourd'hui quand même que parmi les influenceurs, les blogueurs qui parlent de certains sujets publiquement, il y a des sujets qui fâchent un peu plus aujourd'hui. Par rapport aux harceleurs, est-ce qu'on arrive à ressortir un but ? Pourquoi ils font ça en fait ? Ce qui est un peu nouveau, c'est plutôt une forme de cyberharcèlement militant. Certains internautes vont avoir recours au harcèlement contre d'autres internautes afin de les faire taire. Et donc ça devient un moyen d'action politique. Lorsqu'on regarde les cas par exemple pour lesquels on a des plaintes, je pense notamment au cas de Nadia Dam, on s'aperçoit que en fait les motivations sont très variées et que très souvent il y a une justification par l'humour qu'on retrouve souvent, qui est de dire oui mais c'était pour rigoler, on plaisantait entre nous. En novembre 2017, Nadia Dam avait dénoncé dans sa chronique sur Europe 1 le harcèlement organisé par le forum 1825 du site jeuxvideo.com à l'encontre de 2 militants féministes. À la suite de ce coup de patte, elle a été la cible d'un raid, de l'injure aux menaces de viol et de meurtre à son encontre et à l'encontre de sa fille. Condamné à 5 mois de prison avec sursis, l'un des auteurs de ce harcèlement est devenu la représentation dans le réel de ces meutes organisées. Des attaques en groupe que l'on a également retrouvées lors de la révélation de l'affaire de la Ligue du LOL en février 2019. Quand c'est à des fins politiques, c'est carrément organisé sous la forme de raids, c'est-à-dire que des internautes vont se dire demain à telle heure on signale tous le compte de telle youtubeuse ou tel youtubeur pour le faire fermer, ou alors on va tous l'insulter dans les commentaires, donc là, la meute est organisée, ou alors, de manière plus informelle, les internautes vont essayer de se faire rire entre eux, et il y a une espèce de jeu qui se met en place à qui sera le plus violent, à qui sera le plus outrancier, et donc il y a un effet d'entraînement comme ça qui est très fort et qui peut avoir des dégâts très importants. Comment on peut limiter ce cyberharcèlement ? On peut porter plainte contre des harceleurs. Le grand problème dans ces cas-là,
c'est de pouvoir les identifier. La plupart des plateformes n'ont pas envie de collaborer avec la justice et donc se montrent réticentes à livrer l'identité des internautes. Les plateformes elles-mêmes peuvent faire un peu le ménage dans ce qui est autorisé ou pas sur leur plateforme. Actuellement au cœur du débat législatif avec la proposition de loi Avia, la question du discours de haine sur Internet et donc du cyberharcèlement soulève de nombreuses interrogations. En cause, l'opposition entre deux pensées, celle de la liberté d'expression totale et celle de la modération, questionnant les frontières de la censure. Il y a peut-être un juste milieu à trouver. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on a besoin d'un peu plus de régulation pour garantir que chacun puisse s'exprimer de manière égale sur ces plateformes. Par contre, il faut faire attention à ne pas aller trop loin dans cette modération, notamment à ne pas créer des formes de censure automatisées via les algorithmes, parce qu'on va y perdre en termes de liberté d'expression et on perdrait ce rôle très important d'Internet pour la démocratie qui est d'être une architecture au service de la liberté d'expression. C'est en partie sur ces limites entre liberté d'expression et censure que la proposition de loi fait débat en ce moment même au Sénat et au niveau européen. Une chose est sûre, il existe une réelle volonté de régulation sur Internet, reste à voir comment celle-ci prendra place.